Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le Rudius, pour cette nouvelle émission éponyme de la chaîne. Pour expliquer brièvement, le Rudius est une émission qui a pour but de revoir et de comprendre tous les sujets fondamentaux de la politique, que ce soit les idéologies, les partis politiques, la philosophie, les élections, mais aussi des sujets comme le racisme, l'Union européenne, le féminisme ou encore la laïcité. Tous les sujets qui sont liés de près ou de loin à la politique seront abordés dans cette émission dans l'objectif de mieux les comprendre et ainsi d'acquérir les clés nécessaires à la compréhension des enjeux politiques de notre société et de notre temps. Pour cela, on vous invite vous aussi à proposer en commentaire les thèmes que vous voudriez voir abordés et n'hésitez pas non plus à partager vos sources et vos opinions sur les différents sujets. Notre premier sujet sera donc les régimes politiques et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas si évident qu'il n'y paraît de distinguer les régimes en fonction de leurs apparences. Chaque régime a ses nuances et subtilités qui peuvent les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ainsi, certains qualifieront Vladimir Poutine de dictateur, alors que d'autres le démentiront. De même pour Viktor Orban en Hongrie, de Erdogan en Turquie, mais aussi pourquoi pas d'Emmanuel Macron, que certains qualifient de monarque présidentiel, ou encore accusent d'avoir installé une certaine dictature sanitaire ces derniers temps. Nous allons voir dans cette prochaine série de vidéos quelles sont les nuances et les particularités des différents régimes politiques et comment les reconnaître. Ce qui différencie les sciences sociales des sciences dures, c'est qu'on peut être certain avec les sciences sociales qu'on aura des dizaines de définitions différentes pour un seul concept pourtant fondamental. En réalité, plus un sujet est basique et utilisé, plus il y aura de définitions de celui-ci, et le concept de régime politique ne fait pas exception. Ici, nous allons retenir la définition du politologue français, Jean-Louis Kermon, qui est selon nous la plus précise et complète. Pour Kermon, un régime politique c'est l'ensemble des éléments d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée. Ces éléments sont très nombreux et variés, mais Kermon en privilégie 4 qu'il juge essentiels. Ce qui va constituer un régime politique, c'est en premier lieu la structure de ses institutions, leur organisation, c'est-à-dire savoir si l'État va être monarchique, dirigé par un prince, un roi ou un empereur, présidentiel ou parlementaire, centré autour d'une ou plusieurs assemblées de représentants politiques. Il existe évidemment des systèmes intermédiaires avec les monarchies parlementaires ou les régimes semi-présidentiels. Le deuxième point concerne le système de partis, c'est-à-dire l'organisation des partis politiques au sein d'un pays. Ici aussi, on trouve plusieurs types différents, avec le plus simple, le parti unique, où un seul parti occupe la scène politique, comme ce fut le cas avec le parti fasciste dans l'Italie de Mussolini, ou aujourd'hui dans la République populaire de Chine avec le parti communiste. Vient ensuite le bipartisme comme aux États-Unis, où l'espace politique est occupé par deux partis principaux, dans ce cas-ci les démocrates et les républicains. Enfin, on a le multipartisme avec plus de deux partis qui dominent les élections, comme en Belgique, en Suisse ou en Allemagne. La troisième composante s'attarde sur la forme et le rôle de l'État. La forme, c'est savoir si le pays va être composé d'États ou de régions différentes qui disposent de leurs propres prérogatives, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Belgique. C'est ce qu'on appelle un État fédéral. Si le pays ne dispose pas de différentes régions, ou si la Constitution ne leur octroie aucun pouvoir ou autonomie, il s'agira alors d'un État unitaire, comme c'est le cas en France ou au Royaume-Uni. Le rôle de l'État, quant à lui, concerne les sujets dans lesquels celui-ci est compétent, comme l'économie, l'énergie ou les transports. S'il assure une sécurité sociale ou non, ou encore s'il respecte la prédominance du droit sur la politique, ce qu'on appelle le fameux État de droit. Enfin, la dernière composante concerne la légitimité sur laquelle l'État s'appuie pour gouverner. Que l'on soit une dictature ou une démocratie, on ne peut pas gouverner uniquement par la force. Ça peut fonctionner un temps, mais arrive un moment où les peuples n'en peuvent plus et se révoltent. Il faut donc que le pouvoir s'appuie sur des bases solides pour durer sur le long terme. Ainsi, les régimes autoritaires auront plus tendance à utiliser une légitimité traditionnelle, se basant sur les coutumes, les traditions immémoriales, le fait que leur autorité aurait toujours existé, qu'on a toujours fait ainsi et qu'il n'y a donc aucune raison d'en changer. Cette légitimité fut présente dans de nombreux régimes monarchiques dans l'histoire, que ce soit avec la France à l'époque, ou encore aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, ou dans une certaine mesure, la monarchie britannique, qui dure depuis plus de 4 siècles, malgré les réformes. Une autre légitimité est celle que l'on appelle charismatique, et qui repose sur les capacités d'un leader, légitimant son autorité par le fait qu'il soit exceptionnel, et que le peuple doit être entièrement dévoué à sa cause.
On retrouve cette méthode dans certains régimes autoritaires, ou plus particulièrement dans les régimes totalitaires, avec Adolf Hitler qui se présentait comme le Führer, le guide de son peuple, et encore aujourd'hui avec Kim Jong-un en Corée du Nord. L'important avec cette légitimité charismatique n'est pas forcément que les capacités hors du commun du leader soient réelles, même si c'est plus efficace, mais simplement que les gouvernés y croient. Of course, Comrade Stalin will be able to tell the difference. He's a great man with a great ear. Two great ears. Sharp. Sharp. The sharpest ears in In the Soviet Union. Enfin, la dernière légitimité se base sur la loi et le droit. On est légitime car on a gagné des élections ou parce que notre fonction est garantie par la Constitution. C'est ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle, qui est davantage utilisée dans les pays démocratiques. Les régimes n'utilisent pas exclusivement une seule légitimité. Non, ils s'appuient sur plusieurs d'entre elles, même s'il y en a souvent une qui prédomine. L'exemple de Napoléon Ier est assez parlant ici. Il fondait sa légitimité sur l'aspect charismatique, en mettant en avant son talent militaire, avec les nombreuses victoires qu'il a remportées, ainsi que sur ses capacités à gérer et à réorganiser la France. L'acceptation par le peuple français de son titre d'empereur et de l'hérédité de celui-ci par plébiscite entérine sa légitimité légale rationnelle. Et le caractère monarchique avec toute une série de symboles similaires à la royauté française assoit la légitimité de Napoléon dans la tradition. Et ce sont donc tous ces types de légitimité, ainsi que les autres éléments que nous avons abordés, qui, en fonction de la façon dont ils seront organisés, donneront un régime politique particulier. Si on opte pour certains choix, on obtiendra une république autocratique communiste, alors que si l'on choisit d'autres composantes, on aura une monarchie parlementaire fédérale. C'est la fin de ce premier épisode du Rudius. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin sur les sujets en abordant les démocraties, les régimes autoritaires et le totalitarisme. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout dire en commentaire les sujets que vous voudriez voir abordés par la suite dans cette émission. C'était Dagda et Agatocle. À bientôt sur le Rudius.